Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 5. Ça avait été un choc de se retrouver face à face avec Selver. Lors du voyage retour vers Central depuis le village des contreforts, Lyubov s'efforça de comprendre pourquoi, de diagnostiquer quel nerf avait frémi. Car après tout, ça ne nous terrifie généralement pas lorsqu'on a la chance de retrouver un excellent ami. Convaincre la chef de l'inviter s'était révélé difficile. Tuntar avait été son principal objet d'étude tout au long de l'été. Il disposait ici de plusieurs informateurs tout à fait excellents et était en bons termes tant avec la loge qu'avec la chef, qui lui avait permis d'observer et de participer librement à la communauté. Lui soutirer une invitation, par l'intermédiaire d'ex-serfs encore dans la région, avait pris beaucoup de temps, mais elle avait fini par accepter, lui offrant, conformément aux nouvelles directives, une véritable rencontre organisée par les Hatchéens. Sa propre conscience, plutôt que les dires du colonel, avait insisté là-dessus. Dong voulait pourtant qu'il se rende là-bas. La menace créate l'inquiétait. Il avait donc demandé à Lyubov de les jauger, de voir comment ils réagissent maintenant que nous les laissons strictement tranquilles. Il avait l'espoir d'en tirer quelques réassurances, sauf que Lyubov n'aurait su dire si le rapport qu'il comptait rédiger allait ou non rassurer le colonel Dong. La plaine avait été déboisée sur 15 kilomètres autour de Central, et toutes les souches s'étaient décomposées. L'endroit se résumait désormais à une vaste zone plate et terne, couverte de plantes fibreuses, comme une chevelure grise sous la pluie. Sous ses feuilles hirsutes, les jeunes arbustes donnaient leur première production, les sumacs, les trembles nains et les salviformes qui, lorsqu'ils auraient grandi, protégeraient à leur tour les jeunes pousses. Si on n'y touchait plus, sous ce climat aussi immuable que pluvieux, cette région avait de fortes chances de se reboiser d'elle-même en 30 ans et de retrouver sa densité maximale en un siècle, pour peu qu'on n'y touche plus. La forêt se redéploya soudain autour d'eux, dans l'espace et non dans le temps. Sous l'hélicoptère, le vert infiniment varié des feuillages recouvrait les lentes ondulations et les plissements des collines de Sornol Nord. Comme la plupart des terriens de Terra, Lyubov n'avait jamais marché parmi des arbres sauvages, jamais vu un bois plus grand qu'un pâté de maison. Sur Hachi, au début, il s'était senti mal à l'aise dans la forêt, oppressé, comme étouffé par la foule infinie et désordonnée de troncs, de branches et de feuilles, dans ce perpétuel crépuscule verdâtre et brunâtre. La masse et le méli-mélo des diverses vies en compétition qui s'étiraient, poussés vers l'extérieur comme vers le haut en direction de la lumière. Le silence composé d'une multitude de petits bruits insignifiants, la totale indifférence végétale à la présence de l'esprit, tout cela l'avait troublé, et comme les autres, il s'en était tenu aux clairières et à la plage. Mais peu à peu, il s'était mis à l'aimer. Gauss le taquinait en l'appelant Monsieur Gibbon. De fait, Lyubov ressemblait un peu à un gibbon, avec un visage rond et sombre, des bras longs et des cheveux qui grisonnaient prématurément, sauf que la race des gibbons était éteinte. Que cela lui plaise ou non, en tant que spécialiste des fauves, il devait se rendre dans la forêt pour y trouver les fauves. Et maintenant, après 4 ans d'études, il se sentait parfaitement chez lui sous les arbres, peut-être davantage que nulle part ailleurs. Il en était également venu à aimer les noms que les Hatchéens donnaient à leurs terres et à leurs villes, des mots sonores de 2 syllabes, Sornol, Tuntar, Eshref, Eshsen, Central à présent, Entor, Aptan, et par-dessus tout Hachi, qui signifiait la forêt et le monde.
comme terre, terra désignait à la fois le sol et la planète, deux significations en un mot. Sauf que, pour les Hatchéens, le sol, la terre, ce n'était pas ce vers quoi retournaient les morts et par quoi subsistait le vivant. La substance de leur monde n'était pas la terre, mais la forêt. Le terrien était boue, poussière rouge, l'Hatchéen, branches et racines. Ils ne sculptaient pas des statues d'eux-mêmes dans la pierre, mais seulement dans le bois. Il posa la puce dans une petite clairière située au nord de la ville, puis passa devant la loge des femmes. L'odeur âcre d'une cité hatchéenne flottait dans l'air. La fumée de bois, la viande de poisson, les herbes aromatiques, la sueur étrangère, l'atmosphère d'une demeure souterraine, du moins lorsqu'un terrien parvenait à y pénétrer, était une rare combinaison de CO2 et de puanteur. Lyubov avait passé de nombreuses heures intellectuellement stimulantes à suffoquer recroquevillé dans l'obscurité pestilentielle de la loge des hommes de Tuntar. Mais selon toute apparence, il n'y serait pas invité cette fois-ci. Les habitants de la ville avaient bien sûr entendu parler du massacre du Camp Smith, qui s'était produit 6 semaines auparavant. Ils avaient dû en prendre connaissance très tôt, car les nouvelles se répandaient rapidement parmi les îles, mais pas assez vite malgré tout pour relever d'un mystérieux pouvoir de télépathie, comme les bûcherons se plaisaient à le croire. Ces gens savaient aussi que les 1200 esclaves de Centralville avaient été libérés peu après le massacre du Camp Smith, et Lyubov était du même avis que le colonel. Les indigènes risquaient fort de considérer le second événement comme un résultat du premier. Cela donnait ce que le colonel appellerait une impression erronée. Mais ce n'était sans doute pas important. Ce qui importait, c'était que les esclaves aient été relâchés. Les erreurs commises ne pouvaient pas être réparées, mais au moins ne les commettait-on plus. Ils pouvaient repartir sur de nouvelles bases. Les indigènes, sans se demander vainement, avec douleur et étonnement, pourquoi les humains traitaient les hommes comme des animaux, et lui, sans le fardeau de l'explication, ni le tiraillement d'un irrémédiable sentiment de culpabilité. Sachant à quel point ils attachaient de l'importance à la franchise et à la discussion directe pour les questions effrayantes ou fâcheuses, il s'attendait à ce que des habitants de Tuntar parlent avec lui de ces sujets pour exprimer du triomphe ou des excuses, leur joie ou leur gêne. Personne n'en fit rien. Personne ne lui dit grand-chose au demeurant. Il était arrivé en fin d'après-midi, ce qui était comme débarquer dans une ville terrienne juste avant l'aube. Les Hatchéens dormaient, l'opinion des colons, comme souvent, ignorait les faits observables, mais leur minimum physiologique se situait entre midi et 4 heures de l'après-midi, alors qu'il se manifeste généralement chez les terriens, entre 2 et 5 heures du matin. Et ils avaient un cycle à double pic de haute température et d'intense activité à l'aube et au crépuscule. La plupart des adultes dormaient 5 ou 6 heures sur 24, en plusieurs siestes. Quant aux hommes initiés, ils ne dormaient souvent que 2 heures. Ainsi donc, si l'on ne voyait dans leurs siestes et leurs états de rêve qu'une manifestation de leur paresse, on aurait pu dire qu'ils ne dormaient jamais. C'était plus facile d'affirmer de tels propos que de comprendre ce qu'ils faisaient réellement. À ce moment-là, à Tuntar, les choses recommençaient seulement à s'animer, après le creux de fin de journée. Lyubov remarqua un bon nombre d'étrangers, qui le regardaient sans qu'aucun ne s'approche, de simples présences qui arpentaient d'autres sentiers dans la pénombre des grands chênes. Une personne qu'il connaissait finit néanmoins par remonter son chemin. Shirar, la cousine de la chef, une vieille femme de peu d'importance et de peu de compréhension. Elle l'accueillit poliment, mais ne répondit pas ou ne voulut pas répondre à ses questions sur la chef et ses 2 meilleurs informateurs, Egaf, le gardien du verger, et Toubab, le rêveur. Oh, la chef était très occupée. Et qui était Egaf? Ne voulait-il pas plutôt parler de Jeban? Quant à Toubab, il se trouvait peut-être ici, ou peut-être là-bas, ou peut-être pas. Elle s'accrocha à Lyubov et personne d'autre ne lui adressa la parole. Accompagné par la minuscule commère verte, géniarde et boitillante, il se fraya un chemin en direction de la loge des hommes à travers les bois et les clairières de Tuntar. « Ils sont occupés là-dedans, » dit Shirar. « À rêver? Comment le saurais-je?
Viens par là maintenant, Lyubov. Viens voir. Elle le savait avide de toujours découvrir de nouvelles choses, mais elle peinait à trouver quoi lui montrer pour l'éloigner. Viens voir les filets de pêche, dit-elle sans grande conviction. Une fille de passage, une des jeunes chasseresses, leva les yeux vers lui. Un regard noir, un regard d'animosité tel qu'il n'en avait encore jamais reçu de la part d'aucun Natchéen, sauf peut-être d'un petit enfant effrayé au point de grimacer par sa taille et son visage imberbe. Mais cette fille n'était pas effrayée. « D'accord, » dit-il à Chirard, sentant que son seul recours était la docilité. Si les Atchéens avaient bel et bien développé, aussi tardivement que soudainement, le sens de l'hostilité de groupe, alors ils devaient l'accepter et s'efforcer simplement de leur montrer qu'il demeurait un ami fidèle, digne de confiance. Mais comment leur façon de penser avait-elle pu changer si vite après si longtemps? Et pourquoi? Au camp Smith, la provocation avait été immédiate et intolérable. La cruauté de Davidson aurait conduit à la violence même de Placide Zatchéen. Mais cette ville, Tuntar, n'avait jamais été attaquée par les terriens, n'avait subi aucun raid esclavagiste, n'avait pas vu sa forêt locale abattue ou brûlée. Lui-même, Lyubov, avait vécu ici. L'ethnologue ne peut pas toujours effacer son ombre du tableau qu'il peint, mais cela faisait 2 mois qu'il n'y avait pas mis les pieds. Ils avaient eu des nouvelles de Smith. On trouvait à présent parmi eux des réfugiés, des ex-esclaves qui avaient souffert aux mains des terriens et qui acceptaient d'en parler. Mais des nouvelles et des oui-dire changeraient-ils les auditeurs? Les changeraient-ils radicalement alors que la non-agressivité s'ancrait si profondément en eux, dans leur culture et leur société, et tout au fond de leur subconscient, leur tendu rêve, voire peut-être jusqu'à leur physiologie? Qu'un Natchéen puisse être poussé par quelque horrible cruauté à accomplir une tentative de meurtre, Lyubov le savait, il avait déjà vu cela se produire, une fois. Qu'une communauté désorganisée puisse y être conduite de façon semblable par des outrages pareillement intolérables, il devait bien le croire. Cela s'était passé au camp Smith, mais que de simples bruits, aussi excessifs soient-ils, parviennent à enflammer une communauté bien établie d'Atchéens au point de les faire agir à l'encontre de leurs coutumes et de leurs raisons, de les amener à rejeter complètement leur style de vie tout entier, ils ne pouvaient y croire. C'était psychologiquement invraisemblable. Il devait lui manquer un élément. Le vieux Toubab sortit de la loge au moment même où Lyubov passait devant. Derrière le vieil homme se trouvait Selver, qui s'extirpa du tunnel, se redressa, clina les yeux dans la clarté du jour d'un gris pluvieux atténué par les feuillages. En remontant, son regard sombre rencontra celui de Lyubov. Aucun d'eux ne dit mot. Lyubov sentit grandir en lui une crainte affreuse. Sur le vol, à bord de la puce, il tenta de déterminer quel nerf avait été ébranlé. Pourquoi de la peur, se dit-il. Pourquoi ai-je eu peur de Selver? Une intuition indémontrable ou juste une mauvaise analogie? Irrationnelle, de toute façon. Rien n'avait changé entre Selver et Lyubov. Ce que Selver avait fait au camp Smith pouvait être justifié, et même dans le cas contraire, cela ne faisait aucune différence. L'amitié qui les liait était trop profonde pour que vienne l'altérer quelque doute moral. Ils avaient travaillé très dur tous les deux, chacun avait enseigné son langage à l'autre, et pas seulement au sens littéral. Ils s'étaient mutuellement confiés sans la moindre réserve, et l'amour de Lyubov pour son ami se voyait intensifié par cette reconnaissance qu'éprouve le sauveur envers celui dont il a eu le privilège de sauver la vie. De fait, jusqu'à cet instant, il ne s'était guère rendu compte à quel point l'amitié et la loyauté que lui inspirait Selver étaient profondes. Sa peur s'était-elle en réalité confondue avec la crainte personnelle que le Créate, ayant découvert la haine raciale, puisse le rejeter, mépriser sa loyauté et le considérer non plus comme toi, mais comme l'un d'eux? Après ce premier regard interminable, Selver s'était avancé lentement vers Lyubov pour l'accueillir en lui tendant les mains. Le toucher était un moyen de communication majeur parmi le peuple de la forêt. Chez les terriens, il implique généralement la menace, l'agression, de sorte que pour eux, il n'y a souvent rien entre la poignée de main formelle et la caresse sexuelle. Chez les Atchéens, tout ce vide était rempli par diverses coutumes de toucher. Entre eux,
La caresse s'avérait essentielle pour communiquer, pour rassurer, comme elle peut l'être entre la mère et l'enfant ou entre deux amants. Mais sa signification était sociale, pas seulement maternelle ou sexuelle. Cela faisait partie de leur langage. Aussi était-elle normée, codifiée, et pourtant modifiable à l'infini. Ils sont toujours en train de se tripoter, disaient certains colons d'un ton méprisant, incapables de voir dans ces échanges tactiles autre chose que leur propre érotisme qui, d'abord forcé de se concentrer uniquement sur le sexe, puis réprimé, frustré, envahissait et empoisonnait le moindre plaisir sensuel, la moindre réaction humaine. La victoire d'un Cupidon, aussi furtif qu'aveugle, sur la grande mer protectrice de tous les océans et de toutes les étoiles, de toutes les feuilles des arbres, de tous les gestes des hommes, Vénus Génétrix. Selver s'avança donc vers lui, les mains tendues, lui serra la main à la manière terrienne, puis lui caressa les deux bras au-dessus des coudes. Il était presque 2 fois plus petit que Lyubov, ce qui rendait tout geste difficile et gauche pour les deux hommes, mais il n'y avait rien de maladroit ni d'enfantin dans le contact de cette petite main fine et verte sur le bras de Lyubov. C'était un signe rassurant, et Lyubov en fut ravi. « Selver, quelle chance de te rencontrer ici. J'ai tellement envie de te parler. »« Cela m'est impossible pour l'instant, Lyubov. » Il s'était exprimé d'une voix douce, ce qui n'empêcha pas l'espoir que conservait Lyubov d'une amitié inaltérée de s'évanouir aussitôt. Selver avait changé. Il avait changé radicalement, depuis la racine. « Est-ce que je peux revenir un autre jour pour discuter avec toi, Selver ?» demanda aussitôt Lyubov. « C'est important pour moi. »« Je pars aujourd'hui, » répondit Selver encore plus gentiment, mais en lâchant les bras de Lyubov et en détournant les yeux. Il se mettait ainsi hors d'atteinte, littéralement. La politesse exigeait que Lyubov en fasse de même et mette fin à la conversation, sauf qu'il n'aurait alors plus personne à qui parler. Le vieux Toubab ne l'avait même pas regardé, la ville lui avait tourné le dos, et c'était Selver qui se trouvait là, Selver qui avait été son ami. « Selver, cette tuerie à Kelmedeva, peut-être penses-tu qu'elle s'interpose entre nous, mais tel n'est pas le cas. Peut-être cela nous rapproche-t-il. Et tes amis qui se trouvaient dans les enclos, ils ont tous été libérés, de sorte que cette injustice ne nous sépare plus. Et même si elle nous sépare, ce qui a toujours été le cas, je n'en reste pas moins le même homme qu'avant, Selver. » Tout d'abord, l'Adjéen ne répondit rien. Son étrange visage, avec ses grands yeux enfoncés dans leurs orbites, ses traits énergiques déformés par les cicatrices, dissimulés par la fine fourrure soyeuse qui en suivait, mais en gommait tous les contours, ce visage se détourna de Lyubov, fermé, obstiné. Puis il se retourna soudain, comme malgré lui. « Lyubov, tu n'aurais pas dû venir ici. Tu devrais quitter Saint-Trôle d'environ 2 nuits. Je ne sais pas ce que tu es. Il aurait mieux valu que je ne fasse jamais ta connaissance. » Ce sur quoi il s'éloigna, d'une démarche aussi légère que celle d'un chat aux longues pattes, une tache verte et tremblotante parmi les chaînes sombres de Tountar, qui finit par disparaître. Toubab le suivit lentement, sans jeter le moindre regard vers Lyubov. Une pluie fine tombait silencieusement sur les feuilles de chêne et les étroits sentiers qui menaient à la loge et à la rivière. Il fallait écouter attentivement pour l'entendre, sa musique faite de bruits trop innombrables pour que l'esprit puisse la saisir, un accord infini joué sur la forêt tout entière. « Selver est un dieu, » dit la vieille Chirard. « Viens voir les filets de pêche maintenant. » Lyubov refusa courtoisement. Rester aurait été impoli, mal avisé, et il n'avait pas le cœur à ça de toute façon. Il tenta de se dire que Selver ne l'avait pas repoussé, lui, Lyubov, mais lui en tant que terrien. Cela ne faisait aucune différence. Cela n'en avait jamais fait aucune. Il était toujours désagréablement surpris de constater à quel point ses sentiments étaient vulnérables, à quel point cela le blessait d'être blessé. Cette sorte de sensibilité juvénile lui semblait indigne de lui. Il aurait dû avoir le cuir plus épais désormais. La petite commère, sa fourrure verte tout éclaboussée de gouttelettes, poussa un soupir de soulagement lorsqu'il lui dit au revoir.
Alors même qu'il faisait démarrer la puce, Lyubov ne put s'empêcher de sourire à la vue de cette femme qui s'éloignait aussi vite qu'elle le pouvait en claudiquant parmi les arbres, comme un petit crapaud venant d'échapper à un serpent. La qualité est une chose importante, mais la quantité aussi, la taille relative. La réaction normale d'un adulte envers une personne beaucoup plus petite peut relever de l'arrogance ou de l'instinct de protection, du paternalisme, de l'affection ou de l'intimidation, mais quelle qu'elle soit, elle est probablement mieux adaptée à un enfant qu'à un adulte. Ainsi donc, quand la personne haute comme 3 pommes était couverte de fourrure, cela demandait une autre réponse que Lyubov avait baptisée la réaction vers l'ours en peluche. Puisque les Hatchéens pratiquaient si fréquemment la caresse, sa manifestation n'était pas incorrecte, mais sa motivation demeurait suspecte. Et il y avait finalement l'inévitable réaction vers le monstre, le recul devant ce qui est humain, mais n'en a pas tout à fait l'air. Toutefois, en dehors de tout cela, il y avait le fait que les Hatchéens, tout comme les Terriens, étaient parfois drôles à regarder, tout simplement. Certains ressemblaient à de petits crapauds, à des hiboux, à des chenilles. Girard n'était pas la première petite vieille à laquelle, vue de dos, Lyubov avait trouvé quelque chose de comique. Et c'est là un des problèmes de la colonie, pensa-t-il en s'envolant dans la puce, pendant que tout tard disparaissait sous les chênes et les vergers effeuillés. Nous n'avons pas de vieilles femmes, et pas non plus de vieillards, à part Dong, et il n'a qu'une 60aine d'années. Mais les vieilles femmes se distinguent de tous les autres. Elles disent ce qu'elles pensent. Les Hatchiens sont gouvernés pour autant qu'ils aient un gouvernement par de vieilles femmes. La réflexion aux hommes, la politique aux femmes et l'éthique à leur interaction. Voilà leur arrangement. Cela a un certain charme et ça fonctionne. Pour eux, j'aurais aimé que l'administration nous envoie quelques grands-mères en même temps que toutes ces jeunes femmes nubiles, aussi fertiles que bien dotées par la nature. Bon, d'accord, cette fille avec qui j'ai passé l'autre nuit, elle est vraiment très gentille et super au lit, et elle a un cœur d'or. Mais mon Dieu, ça va lui prendre 40 ans pour pouvoir dire quoi que ce soit à un homme. Pendant tout ce temps, sous ses pensées relatives aux vieilles femmes et aux jeunes, le choc persistait, l'intuition ou la reconnaissance qui refusait de se laisser reconnaître. Il allait devoir sérieusement y réfléchir avant de faire son rapport au QG. Selver. Et quid de Selver alors? Selver était certainement un personnage clé pour Lyubov. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait bien ou parce que sa personnalité recelait un pouvoir effectif que Lyubov n'avait jamais compris consciemment? Mais il l'avait perçu pourtant. Il avait remarqué très tôt que Selver était une personne extraordinaire. Il s'appelait Sam à ce moment-là et servait le domestique à 3 officiers qui partageaient un préfab. Lyubov revoyait encore Benson clamer qu'ils avaient déniché un bon créate, qu'il l'avait bien dressé. La plupart des Hatchéens, en particulier les rêveurs des loges, ne pouvaient modifier leur rythme polycyclique de sommeil pour l'adapter à celui des Terriens. S'ils rattrapaient leur sommeil normal durant la nuit, cela les empêchait de rattraper leur sommeil paradoxal, dont le cycle de 120 minutes réglait tant leur journée que leur nuit, et ne pouvait pas être adapté aux heures de travail terriennes. Quand vous avez appris à rêver éveillé, à maintenir votre santé mentale en équilibre, non pas sur ce fil de rasoir qu'est la raison, mais sur le double support, la balance stable de la raison et du rêve, quand vous avez appris cela, vous ne pouvez plus le désapprendre, pas plus que vous ne pouvez désapprendre à penser. Tellement d'hommes en sortaient sonnés, confus, renfermés, voire catatoniques. Les femmes, désorientées et humiliées, se comportaient avec la triste indifférence des esclaves récents. Les hommes, non adeptes, comme certains des rêveurs les plus jeunes, s'en sortaient mieux. Ils s'adaptaient, travaillaient dur dans les camps de déboisement ou devenaient d'habiles serviteurs. Sam, par exemple, qui s'était montré aussi efficace que discret, il avait servi à ses 3 maîtres de domestique, cuisinier, blanchisseur, majordome, frotteur de dos et souffre-douleur. Il avait appris à être invisible. Lyubov l'avait emprunté comme informateur ethnologique et avait aussitôt gagné, par une quelconque affinité d'esprit ou de nature, la confiance de Sam. Il avait découvert en Sam l'informateur idéal, instruit des coutumes de son peuple, attentif à leur signification et vif à les traduire pour les rendre intelligibles, jetant ainsi un pont entre les 2 langues
les deux cultures, les deux espèces du genre humain. Lyubov avait passé 2 ans à voyager, à étudier, à interroger, à observer, et n'avait pas réussi à trouver la clé qui permettrait de pénétrer l'esprit hatchéen. Il ne savait même pas où se trouvait la serrure. Il avait étudié les habitudes de sommeil des hatchéens, pour en conclure qu'apparemment, ils n'avaient pas d'habitude de sommeil. Il avait placé d'innombrables électrodes sur d'innombrables crânes verts couverts de fourrure, mais sans parvenir à donner le moindre sens à tous ces dessins familiers, ces courbes et ces crêtes, ces alphas et ces deltas qui apparaissaient sur le papier quadrillé. C'était Selver qui lui avait fait comprendre finalement le sens hatchéen du mot rêve, qu'on pouvait aussi traduire par racine, et qui lui avait aussi tendu la clé du royaume des habitants de la forêt. C'était en procédant à l'électroencéphalogramme de Selver qu'il avait appréhendé pour la première fois les extraordinaires ondes rythmiques que produisait un cerveau entraîné à se mettre en état de rêve sans dormir ni rester réveillé. Une condition qui était au sommeil paradoxal terrien, ce que le Parthénon était à la hutte de terre, fondamentalement la même chose, mais avec en plus la complexité, la qualité et le contrôle. Et ensuite, qu'y avait-il de plus? Selver aurait pu s'échapper. Or, il était resté, d'abord comme domestique, puis, grâce à l'un des rares petits avantages dont Lyubov bénéficiait en tant que spé, comme assistant scientifique, toujours enfermé la nuit dans l'enclos, le quartier du personnel de la main-d'œuvre autochtone volontaire, avec tous les autres créates. « Je vais t'emmener à Tountar pour travailler avec toi là-bas », lui avait dit Lyubov la 3e fois qu'il lui avait parlé. « Bon sang, pourquoi restes-tu ici ?»« Felley, mon épouse, est dans l'enclos, » avait répondu Selver. Lyubov avait tenté de la faire relâcher, mais elle servait à la cuisine du QG, et les sergents qui dirigeaient la colline s'irritaient de toute ingérence des galonnés et des spés. Lyubov avait dû se montrer très prudent pour éviter qu'ils ne passent leurs nerfs sur la malheureuse. Elle et Selver avaient tous deux paru désireux d'attendre patiemment le moment où ils pourraient s'échapper ou être libérés ensemble. Les hommes et les femmes créates étaient strictement séparés dans les enclos. Pourquoi? Personne ne semblait le savoir, et les deux époux se voyaient rarement. Lyubov était parvenu à leur organiser des rencontres dans sa cabane, qu'il occupait seul à l'extrémité nord de la ville. C'était après un de ces rendez-vous, alors que Felley rentrait au QG, que Davidson avait remarqué sa grâce frêle et apeurée. Il l'avait emmenée dans ses quartiers cette nuit-là, et l'avait violée. Il l'avait tuée pendant l'acte, peut-être. Cela s'était déjà produit, en raison de la différence physique, à moins qu'elle n'ait cessé de vivre. Comme certains terriens, les Hatchéens possédaient le don de l'authentique désir de mort et pouvaient cesser de vivre. Dans les deux cas, c'était quand même Davidson qui l'avait tué. De tels meurtres avaient déjà eu lieu auparavant. Ce qui ne s'était encore jamais produit, en revanche, ça avait été la réaction de Selver 2 jours plus tard. Lyubov n'était arrivé sur les lieux qu'à la fin. Les bruits le hantaient encore, lui-même qui descendait la rue principale en courant sous la clarté brûlante du soleil, la poussière, le groupe d'hommes. Le tout n'avait peut-être duré que 5 minutes, une éternité pour une lutte à mort. Quand l'ethnologue était arrivé, un Selver aveuglé par du sang évoquait une sorte de jouet avec lequel s'amusait Davidson, et pourtant, il s'était relevé pour repasser à l'attaque, non pas avec une rage effrénée, mais avec un désespoir conscient. Il ne cessait de revenir à l'assaut, ce qui avait fini par avoir raison du sang-froid de Davidson, effrayé par une si terrible obstination. Ayant renversé Selver en le frappant de côté, il s'était avancé en levant sa botte pour lui écraser le crâne. Lyubov s'était frayé un chemin dans le cercle au même instant. Il avait fait cesser le combat, car aussi assoiffés de sang qu'aient été les 10 ou 12 spectateurs, leur désir était largement assouvi, et ils avaient soutenu Lyubov lorsque celui-ci avait enjoint Davidson d'arrêter. Et depuis lors, il haïssait Davidson, qui le lui rendait bien pour s'être interposé entre le tueur et sa proie. Car, si le suicide nous tue, tout ce temps que nous sommes, c'est lui-même que le meurtrier assassine. Sauf qu'il lui faut recommencer encore et encore. Lyubov avait relevé Selver qui ne pesait presque rien dans ses bras. Le visage mutilé du créate s'était pressé contre sa chemise,
et le sang avait imprégné jusqu'à sa propre peau. Il avait emmené Selver à son bungalow, avait éclissé son poignet cassé, fait ce qu'il avait pu pour soigner son visage, l'avait gardé dans son propre lit, avait essayé de lui parler nuit après nuit, pour le rejoindre dans le malheur de son chagrin et de sa honte. Bien entendu, cette attitude allait à l'encontre du règlement. Personne ne lui avait parlé du règlement. Pas besoin. Lyubov savait qu'il perdait ainsi la plupart des rares appuis dont il disposait encore auprès des officiers de la colonie. Il avait pris soin de se maintenir du bon côté du QG, ne s'opposant qu'aux cas extrêmes de brutalité envers les indigènes, utilisant la persuasion plutôt que la provocation et préservant les quelques miettes de pouvoir et d'influence qui lui restaient. Il ne pouvait pas empêcher l'exploitation des Hatchiens. C'était bien pire que ce à quoi il s'était attendu au terme de sa formation, mais à présent, sur place, il ne pouvait pas y faire grand-chose. Les rapports qu'il envoyait à l'administration et au comité des droits étaient susceptibles, après l'aller-retour de 54 ans, de donner un résultat. Terra pouvait même décréter que la politique de la colonie ouverte constituait une grave erreur dans le cas d'Hachi. Mieux valait 54 ans que jamais. S'il perdait la tolérance de ses supérieurs, ceux-ci ne manqueraient pas de censurer ou d'invalider ses rapports, et il ne resterait plus le moindre espoir. Sauf qu'il était présentement trop en colère pour s'en tenir à sa stratégie. Au diable les autres s'il s'obstinait à considérer l'attention qu'il portait à son ami comme une insulte à la planète mère et une trahison vers la colonie. S'il le qualifiait de lécheur de cul créate, son utilité pour les Hatchéens en serait affaiblie, mais il ne pouvait pas faire passer un intérêt général éventuel avant les soins impératifs dont Selver avait besoin. On ne peut pas sauver un peuple en vendant son propre ami. Davidson, curieusement rendu furieux par les petites blessures que Selver lui avait faites autant que par l'intervention de Lyubov, répétait partout qu'il avait l'intention d'achever le créate rebelle, ce qui serait certainement arrivé s'il en avait eu l'occasion. 2 semaines durant, Lyubov était resté nuit et jour auprès de Selver pour ensuite l'emmener en puce hors de Central et le déposer dans une ville de la côte ouest, Brotter, où il connaissait plusieurs personnes. Il n'y avait pas de punition prévue pour sanctionner le fait d'aider des esclaves à s'échapper, puisque les Hatchéens n'étaient pas des esclaves, sauf de fait. Ils constituaient le personnel de la main-d'œuvre autochtone volontaire. Lyubov n'avait même pas été réprimandé. Mais à partir de ce moment-là, la méfiance des officiers de carrière, de partiel, devint absolue. Même ses collègues des services spéciaux, l'exobiologiste, les coordinateurs agricoles et forestiers, les écologistes, lui avaient fait savoir de diverses façons qu'il s'était conduit d'une manière irrationnelle, trop intrépide ou stupide. « Tu croyais partir en pique-nique en venant d'ici ?» lui avait demandé Gauss. « Non, je ne pensais pas que ce serait un putain de pique-nique », avait répliqué Lyubov d'un ton morose. « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un ethnologue s'attache volontairement à une colonie ouverte. Vous savez que les peuples que vous étudiez vont être complètement submergés, voire sans doute balayés. Ça se passe toujours comme ça. C'est la nature humaine, et vous savez forcément que rien ne peut la changer. Alors pourquoi venir assister au processus? Par masochisme? » La nature humaine, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que laisser derrière soi des descriptions de ce que nous avons éradiqué fait partie de la nature humaine. Est-ce beaucoup plus agréable pour un écologiste, franchement? Gauss avait ignoré la question. « Bon, très bien. Rédige tes descriptions. Mais tiens-toi en dehors du carnage. Un biologiste qui étudie une colonie de rats ne commence pas à intervenir en secouant ses rats préférés lorsqu'ils se font attaquer, tu sais. » À ces mots, Lyubov s'était déchaîné. Il en avait trop entendu. « Non, bien sûr que non. Un rat peut devenir un animal familier, mais pas un ami. Or, Selver est un ami. En fait, c'est le seul homme sur cette planète que je considère comme un ami. » Et ces paroles avaient blessé ce pauvre vieux Gauss, qui voyait un peu Lyubov comme son propre fils et n'avait fait de bien à personne. Et pourtant, c'était vrai. Et la vérité a vocation à vous libérer. J'apprécie Selver. Je le respecte. Je l'ai sauvé. J'ai souffert avec lui. Je le crains. Selver est mon ami. Selver est un dieu. Voilà ce qu'avait dit la petite commère, comme si tout le monde le savait, aussi simplement qu'elle aurait dit qu'un tel était un chasseur. Selver Shahap. Mais que signifiait Shahap? De nombreux mots du langage des femmes, la langue de tous les jours pour les Hatchéens, étaient empruntés au langage des hommes
qui était le même dans toutes les communautés, et souvent, ces mots n'avaient pas seulement 2 syllabes, mais 2 sens. C'étaient des pièces de monnaie, à vers et revers. Shahab signifiait Dieu, ou entité lumineuse, ou être puissant. Il signifiait également quelque chose de très différent, mais Lyubov ne parvenait pas à se rappeler quoi. À ce stade de sa réflexion, il se retrouva dans son bungalow et n'eut qu'à jeter un coup d'œil dans le dictionnaire que Selver et lui avaient compilé en 4 mois d'un travail épuisant, mais harmonieux. Bien sûr, Shahab, traducteur, c'était presque trop évident, trop pertinent. Les 2 sens étaient-ils liés? C'était souvent le cas, mais quand même pas au point de constituer une règle. Si un dieu était un traducteur, que traduisait-il? Selver était indubitablement un traducteur particulièrement doué, mais ce don n'avait trouvé son expression que par le fait du hasard, l'arrivée d'un langage véritablement étranger sur sa planète. Un Shahab traduisait-il le langage du rêve et de la philosophie, le langage des hommes en langage quotidien? Mais tous les rêveurs étaient capables de faire ça. Pouvait-il alors traduire dans la vie éveillée l'expérience centrale de la vision, servant de lien entre les 2 réalités, considérées comme égales par les Atchéens, le temps du rêve et le temps du monde, dont les rapports, bien que vitaux, n'en restaient pas moins obscurs? Un lien, un individu susceptible d'exprimer les perceptions du subconscient. Exprimer cette langue, c'est agir, faire quelque chose de neuf, changer ou être changé radicalement depuis la racine, car la racine est le rêve, et le traducteur est le Dieu. Selver avait apporté un mot nouveau à la langue de son peuple. Il avait accompli un nouvel acte, le mot, l'acte, le meurtre. Seul un Dieu pouvait conduire une nouveauté aussi radicale que la mort de l'autre côté du pont qui séparait les mondes. Mais avait-il appris à tuer ses semblables dans ses propres rêves d'offense et de deuil, ou bien à cause des actes non rêvés accomplis par les étrangers? Parlait-il sa propre langue ou celle du capitaine Davidson, ce qui semblait poindre de la racine de sa propre souffrance pour exprimer sa nouvelle personnalité? Il pouvait en réalité s'agir d'une infection, d'une maladie étrangère, qui ne ferait pas de sa race un nouveau peuple, mais la détruirait. Il n'était pas dans la nature de Raj Lyubov de penser « Que puis-je faire ?» Son caractère comme sa formation le disposait à ne pas se mêler des affaires d'autrui. Son boulot consistait à découvrir ce qu'il faisait, et par inclination, il avait tendance à les laisser continuer. Il préférait être éclairé plutôt que d'éclairer, chercher les faits plutôt que la vérité. N'empêche, même l'esprit le moins missionnaire, à moins d'avoir la prétention de ne ressentir aucune émotion, se retrouve obligé de choisir entre le devoir et la négligence. Que font-ils? Devient brusquement. Que faisons-nous? Puis, que dois-je faire? Lyubov était arrivé au moment de ce choix. Il le savait, mais il ne comprenait toujours pas clairement pourquoi, ni quelle possibilité s'offrait à lui. Pour l'instant, il ne pouvait rien accomplir de plus pour augmenter les chances de survie des Atchéens. Le Pennon, or et Lancible, avait fait davantage qu'il n'avait espéré voir accompli durant sa vie entière. Les messages par Lancible de l'administration de Terra étaient sans équivoque, et le colonel Dong obéissait à ses directives, malgré les pressions qu'exerçaient sur lui une partie de son état-major et les patrons du déboisement pour qu'il les ignore. C'était un officier loyal, et puis le Shackleton allait revenir observer l'évolution de la situation et faire un rapport à la Terre sur la manière dont les ordres avaient été suivis. Une procédure tout sauf accessoire, maintenant que cette Lancible, cette machina ex machina, venait entraver toute cette vieille autonomie coloniale bien commode et vous obliger à répondre de vos actes au cours de votre propre existence. La marge d'erreur n'était plus de 54 ans. La ligne de conduite avait cessé d'être statique. À présent, une décision de la Ligue des mondes pouvait conduire du jour au lendemain la colonie à se limiter à une seule île, ou à cesser de couper les arbres, ou à tuer des indigènes. Impossible à dire. On ne pouvait pas encore deviner, à partir des directives sans relief de l'administration, comment fonctionnait la Ligue ni quelle politique elle suivait. Dong trouvait inquiétant ces multiples futurs possibles, mais Lyubov en était enchanté. La vie réside dans la diversité, et là où il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Voilà à quoi se résumait la somme de ses croyances, une somme bien modeste. Les colons laissaient les Hatchiens tranquilles, et ceux-ci laissaient tranquilles les colons. Une situation encourageante, que rien ne viendrait troubler inutilement. La seule chose susceptible de l'affecter, c'était la peur. Pour l'instant, il fallait s'attendre à ce que les Hatchiens demeurent méfiants, voire revanchards, mais pas particulièrement à ce qu'ils aient peur. Et rien ne s'était produit pour raviver la panique que Centralville avait éprouvée en apprenant le massacre du camp Smith. Aucun Hatchien n'avait plus commis le moindre acte de violence depuis lors, et avec le départ des esclaves, tous les créates s'étaient volatilisés dans leurs forêts. Il n'y avait donc plus cette constante irritation due à la xénophobie. Les colons commençaient enfin à se détendre. Si Lyubov signalait qu'il avait vu Selver à Toontar, Dong et les autres s'en alarmeraient. Il risquait d'insister pour tenter de capturer le créate et de le faire passer en jugement. Le code colonial interdisait de poursuivre en justice un membre d'une société planétaire en s'appuyant sur les lois d'une autre, mais la cour martiale prenait le pas sur de telles distinctions. Il pouvait juger Selver, le condamner et l'exécuter, en faisant revenir Davidson de la Nouvelle-Java pour entendre son témoignage. « Oh non !» songea Lyubov en replaçant le dictionnaire sur une étagère encombrée. « Oh non !» pensa-t-il, avant de passer à autre chose. Aussi fit-il son choix, sans même s'en rendre compte. Le lendemain, il rédigea un bref rapport disant que Toontar vaquait à ses occupations habituelles, que personne ne s'était détourné de lui ou ne l'avait menacé. C'était un compte-rendu apaisant et le plus inexact que Lyubov ait jamais écrit. Il omit tout ce qui pouvait porter à conséquence. La non-apparition de la chef, le refus de Toubab de saluer Lyubov, le grand nombre d'étrangers dans la ville, l'expression de la jeune chasseresse, la présence de Selver. Bien entendu, ce dernier point relevait de l'omission volontaire, mais à part ça, le rapport restait fort rigoureux à ses yeux. Il n'avait passé sous silence que des impressions subjectives, comme un scientifique est censé le faire. Un violent mal de tête accompagna la rédaction de ce compte-rendu, et il ne fit qu'empirer après que l'ethnologue l'eut remis. Il fit beaucoup de rêves cette nuit-là, mais se découvrit incapable de se les rappeler au réveil. Au beau milieu de la deuxième nuit qui suivit son séjour à Toontar, il s'éveilla au hurlement hystérique de la sirène d'alarme et au bruit sourd des explosions, et dut finalement affronter ce qu'il avait jusqu'alors refusé. Il était le seul homme de Central à ne pas en être surpris, et à cet instant, il sut ce qu'il était, un traître. Et pourtant, même à ce moment-là, ce n'était pas clair pour lui qu'il s'agissait d'un raid hatchien. Une nuit de terreur, voilà ce qu'il avait simplement en tête. Sa propre hutte n'avait pas été attaquée, seule qu'elle était à l'écart des autres demeures. Les arbres qui l'entouraient la protégeaient peut-être, pensa-t-il en se précipitant dehors. Tout le centre de la ville était en feu. Même le cube de pierre du QG brûlait de l'intérieur tel un four à poterie brisée. L'encible avait été installé dedans, leur lien si précieux avec les autres mondes. Il y avait également des incendies dans la direction de l'héliport et du terrain. Où avait-il déniché des explosifs? Comment ces feux avaient-ils pu tous se déclencher en même temps? Tous les bâtiments qui bordaient la rue principale, construits en bois, étaient en flammes. Le brasier faisait un bruit terrible. Lyubov se mit à courir en direction des incendies. Le sentier était inondé. Tout d'abord, il crut que c'était à cause de quelques lances à eau, pour ensuite comprendre que la canalisation principale venant de la rivière Menand déversait inutilement son contenu sur le sol pendant que les maisons flambaient en générant cet horrible bruit de succion. Comment avait-il fait ça? Il y avait des gardes sur le terrain, il y en avait toujours en jeep. Des détonations, en rafale, le crépitement d'une mitrailleuse. De petites silhouettes galopaient tout autour de Lyubov, mais il courait entre elles sans leur prêter beaucoup d'attention. Une fois à la hauteur de l'hôtel, il aperçut une fille dans l'encadrement de la porte, sa silhouette dessinée par les flammes qui tremblotaient derrière elle. Elle aurait pu facilement sortir, mais elle ne bougeait pas. Il lui cria quelque chose, puis traversa en hâte la cour pour la rejoindre et lui arracher les mains des poignées de porte auxquelles elle s'accrochait de toutes ses forces, complètement paniquée. Tout en la forçant à bouger, il lui lança gentiment « Viens, ma belle, suis-moi !» Ce qu'elle fit, mais pas tout à fait assez vite. Alors même qu'il traversait la cour, la façade de l'étage le plus élevé qui brûlait de l'intérieur tomba lentement vers l'avant, poussée par l'effondrement de la charpente.
Des bardeaux et des poutres éclatèrent comme des fragments d'obus. L'extrémité d'un madrier enflammé frappa violemment Lyubov, qui s'écroula sur le sol. Il resta étendu là, face contre terre, dans ce lac de boue éclairé par les flammes. Aussi, ne vit-il pas une petite chasseresse à fourrure verte bondir sur la fille, lui tirer la tête en arrière et lui trancher la gorge? Il ne vit rien du tout. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 5. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.